Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. L'environnement a une histoire, Venise et son écosystème. Voilà, tel est le programme de notre soirée commune. Les images des énormes bateaux de croisière surplombant de toute leur hauteur les monuments vénitiens auprès desquels ils passaient ont fait pendant des années le tour du monde. Mais d'autres images, celles des marées exceptionnelles, noyant la place Saint-Marc, inondant la ville, obligeant habitants et touristes à circuler dans l'eau ou sur des passerelles précaires, sont également revenues durant des années chaque automne. Et sous les yeux, vous avez les dernières images des dernières grandes acque alte de novembre 2019. Depuis août 2021 et la décision de celui qui était alors président du Conseil, Mario Draghi, les plus grands des paquebots de croisière ont été bannis du centre de la ville. Ils empruntent, pour pénétrer dans la lagune, le canal des pétroliers et vont s'amarrer dans le port de Marghera. Les discussions demeurent toutefois vives entre les partisans des navires de croisière et leurs adversaires. Les premiers évoquent les retombées économiques et le nombre des emplois impossibles à vraiment établir liés à la présence de ces monstres des mers dans le port vénitien. Les autres s'effraient des conséquences de cette navigation sur un écosystème fragile et protestent contre la contribution délirante des croisières au tourisme de masse. Faut-il dérouter les bateaux de croisière vers le port de Trieste et priver Venise de la manne qui leur est liée? Faut-il construire des avant-ports au risque de déplacer simplement le problème en augmentant encore, pour acheminer les touristes depuis ces avant-ports, le va-et-vient destructeur pour l'écosystème des taxis aquatiques et de tous les bateaux à moteur dans la lagune? Rien n'est résolu à ce jour. Depuis l'automne 2020, le MOSE, ce système de défense formé de vannes mobiles escamotables, installées dans les 3 passes qui mettent en communication la mer et la lagune, est enfin rentré en fonction. Le projet tire son nom de l'acronyme de Module expérimental électromécanique, mais il joue bien sûr de sa proximité sonore avec le nom de celui qui fit traverser la mer Rouge aux Hébreux, Moïse, Mose en italien. Les travaux ont duré plusieurs décennies, ils ont été ponctués par de vrais problèmes techniques, des défauts structurels, pas résolus encore aujourd'hui, en particulier la corrosion des mécanismes, des charnières permettant d'actionner les parois mobiles des digues. Et ces travaux ont été aussi ralentis par un énorme scandale financier. Au terme d'une très longue enquête, toute une architecture financière destinée à détourner l'argent public vers des sociétés écrans, à coup de facturation fictive, de rétrocommissions, de rapports d'experts caviardés, a été mise au jour en 2014. Mais les investigations ont aussi révélé une corruption au jour le jour qui, à la triple échelle de la ville, de la région et de l'État, liait par ses ramifications des hommes politiques appartenant à tous les partis, des agents du fisc, des entrepreneurs privés et des fonctionnaires publics. À combien se sont montés les détournements, les pots de vin et les dessous de table? Les chiffres semblent à la mesure du coût colossal du projet, puisque, selon certaines estimations, il pourrait représenter jusqu'à 1/5 des dépenses, soit 1 milliard d'euros. Les travaux
en 2022 ne sont pas totalement finis. Des problèmes, je le disais il y a un instant, demeurent. À chaque grande marée, il y en a eu une mardi dernier, les Vénitiens retiennent leur souffle, se demandant si le système sera opérationnel, mais les digues, depuis 2 ans désormais, se lèvent. La question se pose toutefois de savoir ce que cette défense deviendra avec l'élévation du niveau des mers. Le système a été en effet conçu pour isoler la lagune de la mer durant des hautes marées allant jusqu'à un maximum de 3 mètres. Venise, plus que jamais en péril, ne ferait alors qu'être le paradigme de tous les écosystèmes menacés depuis l'entrée de l'histoire dans ce que certains chercheurs ont défini comme l'Anthropocène, cette ère qui aurait commencé avec la révolution industrielle et qui aurait vu l'influence de l'être humain sur les écosystèmes devenir significative à l'échelle de l'histoire de la Terre. Le concept d'Anthropocène pose bien des problèmes, mais il est en revanche certain que Venise offre un bel exemple de l'histoire de la relation complexe entre l'homme et son environnement. Au croisement donc de l'histoire et de la géographie, je vous propose d'essayer de comprendre le défi que représenta dès les origines la construction d'une ville dans un tel site. Le bassin vénitien représente le plus grand ensemble de lagunes de la côte du nord de l'Adriatique et il est la survivance d'un complexe beaucoup plus vaste qui s'étendait auparavant entre le Pô et l'Isonzo. Dans toute cette zone de l'Adriatique supérieur, où les côtes sont basses et où se jettent des fleuves alpins, le tracé des côtes est très mobile. Donc le milieu se transforme et il continue à se transformer. Les larges étendues d'eau salée ou saumâtre du bassin lagunaire sont protégées et sont presque entièrement séparées de la mer par une succession de cordons littoraux sableux, ce qu'on appelle les lidi. Mais ces eaux sont aussi vivifiées par le flux des marées qui rentrent par les passes littorales qui aujourd'hui sont au nombre de 3, la passe de Chioggia au sud, celle de Malamocco et celle du Lido de San Nicolo qui est la plus proche de Venise. Ah, pardon. Excusez-moi, je la voyais, mais vous pas. Voilà. Alors, dans ce paysage aquatique, à l'horizontalité sans défaut, quelques terres ont émergé, aussi plates que l'eau ou presque. Ce sont les îles sur lesquelles Venise a été bâtie. Ce sont ce que l'on appelle les barènes, qui sont formées par les dépôts alluvionnaires des fleuves qui débouchaient dans le bassin. Tout cet écosystème a été donc et demeure l'objet de changements incessants dus à l'action conjuguée de la mer, des fleuves et des interventions humaines. Donc, telle qu'elle se présente aujourd'hui, la lagune vénitienne diffère très profondément de celle qu'elle était dans les derniers siècles du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne. Le milieu bouge donc et se transforme au gré de forces antagonistes et difficiles à maîtriser par l'homme. D'une part, le niveau des mers varie et le sol connaît un mouvement de subsidence. Ce phénomène de subsidence naturelle, dont on a calculé qu'il était dans la lagune de Venise de l'ordre de 4 à 5 cm par an,
a été aggravée au XXe siècle et surtout à partir des années 1930 par le pompage intensif des nappes phréatiques pour approvisionner le pôle industriel de Marghera qui se situe sur l'immédiate rivage de terre ferme. La construction de l'aqueduc, qui ravitaille Venise en eau, a aussi accéléré le processus, au point qu'entre 1950 et 1970, la subsidence a été de 8 mm. Alors, longtemps, ce mouvement a contribué à la sauvegarde du bassin en venant compenser le mouvement inverse, qui était celui d'un rehaussement des fonds lagunaires du fait de la sédimentation des fleuves. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En outre, au fond du golfe Adriatique, les mouvements de la mer atteignent une ampleur inconnue ailleurs en Méditerranée, la marée qui rentre par les passes littorales et qui remonte ensuite par des chenaux internes, puis par les canaux urbains, rythme la vie vénitienne, elle renouvelle les eaux, elle les purifie, elle assure la survie du bassin. Toutefois, et le passé récent a permis d'illustrer ce danger, il advient que des marées très fortes, aggravées par des effets de vent, entraînent des phénomènes d'inondation, ce que nous avons vu au début, la fameuse acqua alta. Le phénomène de l'eau haute est bien entendu ancien. Au hasard des dépositions testimoniales, vous pouvez trouver dès le XIVe siècle des témoins qui se repèrent en se situant par rapport à telle ou telle acqua alta. Et les archives montrent les sociétés lagunaires sans cesse occupées à réparer les rives que ces phénomènes d'inondation érodaient. Ce danger varia bien sûr au cours des siècles en fonction donc des mouvements du niveau de la mer, et les chroniques, hors des inondations qui sont normales à l'automne, au mois de novembre, c'est la saison de l'acqua alta, conservent le souvenir de quelques inondations tout à fait exceptionnelles, à l'image de celle de 1966 qui a ouvert le diaporama. Ainsi, à la fin du IXe siècle, il y aurait eu un véritable déluge. Un des cordons littoraux aurait été quasiment submergé au XIIe siècle et un autre au milieu du XIIIe siècle. On ne s'étonnera donc pas qu'une des scènes les plus importantes de la mythologie vénitienne représente précisément l'apparition salvatrice du saint patron Saint-Marc dans le déchaînement d'une tempête. Décrite par quelques chroniques, peinte par les maîtres de l'école vénitienne, cette scène montre la ville aux prises avec une formidable inondation qui serait survenue en 1340. Alors, que nous disent les chroniques ? Ce jour-là, le temps est épouvantable, l'eau monte, les quais sont submergés, les rues inondées. Le saint patron, Marc, sort de la basilique où son corps est conservé, va sur la rive de Saint-Marc, trouve un vieil homme, le convainc de le charger dans sa barque, il le fait ramer jusqu'à l'île de Saint-Georges, en face de Saint-Marc, là charge sur la barque Saint-Georges qui sort de l'église qui lui est dédiée, la barque procède dans la lagune, s'arrête au monastère de Saint-Nicolas du Lido, où les reliques de Saint-Nicolas sont conservées. Saint-Nicolas sort de sa sépulture, monte dans la barque, les trois saints naviguent vers la mer, font le signe de croix, et là, la galère chargée de diables qui s'apprêtait à fondre sur Venise et à submerger la ville sombre, et la barque fait donc retour, dépose Saint-Nicolas, puis Saint-Georges, puis Saint-Marc, qui finalement remet aux pêcheurs un anneau en disant le lendemain d'aller voir le doge de Venise et raconter comment donc l'apparition salvatrice du saint a sauvé la ville. Le lendemain, le vieil homme s'en va donc remettre l'anneau au doge et les Vénitiens peuvent mesurer l'ampleur de la montée des eaux. Les maisons ont été envahies,
les citernes d'eau potable ont été gâtées par la montée de l'eau salée, mais la ville a été sauvée et une procession solennelle est organisée pour remercier Dieu et les 3 saints qui ont sauvé la ville. Alors, cette scène qui n'est pas attestée, si vous voulez, par les documents d'archives, hein, c'est-à-dire que rien dans les archives ne montre qu'il y ait eu une inondation exceptionnelle en 1340, cette scène, en fait, met en image ce qui fut sans doute une des angoisses souterraines et jamais conjurées de cette communauté, une submersion que la construction de la ville, dans le dernier sein de la mer Adriatique, comme disent les textes, rendait possible. Donc, très tôt, les Vénitiens furent conscients des menaces causées par des forces naturelles singulièrement actives. Ils croyaient bien sûr que les lagunes étaient le refuge qui leur avait été attribué par la providence divine, mais ils croyaient aussi que la vie ne pouvait se poursuivre dans ces lagunes que grâce au maintien donc de l'aide de Dieu, mais ils savaient encore qu'il leur fallait composer avec un milieu hostile. Si la défense littorale sautait, et c'est le risque jusqu'au Meuse à chaque grande aqua alta, la mer pouvait envahir la lagune et tout noyer. C'était là un premier risque. Mais un deuxième danger existait, exactement inverse du premier, qui était celui du comblement de la lagune, de son envasement progressif du fait des dépôts des fleuves qui y débouchaient alors. Les alluvions, en effet, colmataient les fonds. Les cordons littoraux, déjà renforcés par les courants et leurs accumulations de sable, menaçaient, si la sédimentation était trop importante, de former une barrière continue et donc d'isoler la mer et la lagune. Et la lagune, alors, mourait. Morte est en effet la lagune qui n'est pas renouvelée par le flux purificateur de la marée. La lagune est alors envahie par une sorte de végétation hallophile où prospèrent les anophèles et avec eux la malaria avant d'être transformée en un marécage boueux. Alors, cette fragilité du milieu permet de saisir immédiatement les enjeux de la vie dans les lagunes. Sans travaux et sans action de sauvegarde, le site vénitien était condamné. Il fut sauvé par des aménagements incessants dont je vous propose de retracer ce soir l'histoire. L'environnement a en effet une histoire et Venise offre l'exemple singulier, instructif, d'une communauté humaine très précocement sensibilisée au rapport que sa durée historique pouvait entretenir à l'ordre de son écosystème et qui, comme tel, prit en charge, avec des maladresses, des échecs, mais aussi des intuitions, la conservation de cet ordre. La survie a en effet toute exigé des travaux dont l'ampleur n'a fait que croître sur les cordons littoraux, dans les eaux de la lagune, puis sur le cours des fleuves qui débouchaient dans le bassin. Écrire l'histoire de ces travaux et de la réflexion théorique qui les a accompagnés permet de rendre leur profondeur historique et problématique aux opérations de sauvegarde qui sont aujourd'hui menées avec des moyens techniques et financiers d'une ampleur bien plus considérable. Elle conduit très concrètement à montrer comment le milieu est une donnée mobile, partie prenante dans un système de relations en complexe évolution, dans lequel les hommes intervinrent de manière très forte, et ce, dès les siècles médiévaux.
Donc ce sont ces chantiers méconnus, mais riches d'enseignements, qui retiennent maintenant notre attention. Alors, dès l'installation des hommes dans le bassin lagunaire, des premiers travaux sont attestés. Ils avaient pour finalité l'exploitation des ressources, dont le sel, bien sûr, et ils sont fort mal connus. À la fin du XIIIe siècle, avec l'institution d'une première magistrature en charge de la lagune, une première tutelle s'instaure. Dans la lagune, tous les tressages de joncs avec lesquels étaient construites les infrastructures de la pêche lagunaire, les fameuses valles de pêche dans lesquelles on retenait le poisson, accusés de nuire à la circulation des eaux et donc d'accélérer l'envasement, sont interdits. Mais puisqu'il faut protéger la communauté des pêcheurs et garantir aussi l'approvisionnement de la métropole en poissons, seules les zones considérées les plus fragiles, en particulier autour de Venise, sont finalement protégées. Vous avez sous les yeux une toile de Francesco Guardi montrant donc la chasse au canard dans la lagune, mais à partir donc d'une de ces zones de pêche avec une de ces cabanes qui servaient et à l'exploitation du poisson et à la chasse aux divers volatiles. Alors, ces normes, répétées durant toute l'histoire de la République, ont survécu à la chute de la République de Venise en 1797 et au XXe siècle encore, certaines dispositions ont pu ordonner de rouvrir au flux des marées les zones de pêche situées dans certaines zones du bassin qui empêchaient donc la circulation des eaux, et nous retrouvons ici le temps long du milieu. À la fin du XIIIe siècle aussi, des chantiers donc commencent à démarrer, et ils démarrent d'abord sur les cordons littoraux avec de premiers officiers qui sont élus pour mener des travaux, et une magistrature devient permanente qui a en charge la protection de ces cordons littoraux et qui emploie tout un personnel pour protéger donc ces lits, car l'érosion malmenait la barrière littorale et les interventions deviennent plus nombreuses à partir du début du XIVe siècle. Dans le même temps, on prend des mesures de prévention, on interdit de faire pâturer les gros animaux sur ces cordons sableux. Je vous rappelle en effet que dans la lagune, il y a tout de même des zones qui servaient à l'exploitation agricole, y compris à la pâture de troupeaux, même si l'essentiel de la viande arrivait de très très loin, y compris des Balkans. Donc on interdit de faire pâturer les gros animaux sur les cordons sableux, on interdit de prendre du sable pour construire, on interdit de couper les pins, parasols et les tamaris qui fixent le sol et qui le fixent toujours aujourd'hui. Il y avait bien sûr de petites sociétés humaines installées sur ces cordons littoraux, ici donc Pellestrina aujourd'hui, Chioggia aujourd'hui, Malamocco aujourd'hui, mais ces petites communautés ne pouvaient évidemment financièrement assurer ces travaux qui dépassaient leurs possibilités. Donc, les investissements sont consentis par l'autorité publique, alors d'abord avec des emprunts publics, et puis, à partir de la fin du XIVe siècle, il faut vraiment trouver des recettes pour financer ces interventions, et ce sont les recettes de la douane, donc de la taxe sur le vin, qui servent à l'achat des matériaux, roseaux, bois, blocs de pierre, fer, qui servent donc à financer en même temps les chantiers qui sont en fait incessants parce que, incessamment, en effet, la tempête ouvre des brèches dans la défense littorale. Alors, toute cette chronique de chantiers
sans moyens considérables, mais qui sont véritablement continus, se poursuit jusqu'au milieu du XVe siècle, où là se marque un véritable tournant. De nouveaux magistrats sont en charge désormais de cette défense littorale. Il s'agit des magistrats sur le sel. Alors pourquoi? Venise détenait au XVe siècle un véritable monopole sur le commerce du sel dans toute l'Italie du Nord, et elle tirait évidemment de ce commerce des ressources considérables qui servaient pour l'essentiel à financer les chantiers dans la ville. La construction, par exemple, du palais ducal au XIVe et XVe siècle est assurée par les rentrées de la douane du sel, donc à financer les chantiers de construction publique dans la ville, et les mêmes recettes sont allouées à la défense des cordons littoraux. Et il y a, à partir du XVe siècle, avec ces recettes régulières et élevées, un véritable emballement des travaux. 6 000 ducats en 1424-1425, et puis dans la deuxième moitié du XVe siècle, 11 000 ducats. Alors, me direz-vous à quoi cela correspond? La République de Venise a des rentrées qui sont à peu près équivalentes à la fin du XVe siècle à 1 million de ducats, c'est-à-dire plus que le royaume de France. Hein. Et donc, vous voyez, malgré tout, 10 à 11 000 ducats, hein, c'est donc, vous voyez, une part considérable du budget, en quelque sorte, de la République qui est allouée à la consolidation de ces cordons littoraux. Il y a désormais des ingénieurs qui se travaillent avec ces magistrats sur le sel et qui mènent des tournées d'inspection. Alors, on conserve des milliers et des milliers de folios d'archives qui nous documentent quasiment au jour le jour ces inspections et les rapports qu'ils rédigent et les travaux qui suivent. Je cite: « Mémoire de faire de 50 à 100 pas de digues de terre et de pierre, item que l'on renforce d'une plage de pierre qui en beaucoup d'endroits n'est pas achevée, telle section du cordon littoral, etc. » Donc, des travaux qui sont menés, et puis les mêmes qui vont ensuite réceptionner ces travaux, qui vont réceptionner l'ouvrage, et qui parfois donc ne donnent pas quitus des travaux parce que la digue n'est pas assez haute ou la chaussée de pierre n'est pas assez large. Alors cette défense littorale se faisait selon des techniques diverses. Le plus souvent, on élève un remblai de terre qui va, au cours du temps, s'élever. Ouvrage qui était bien sûr fragile et qui, cette fragilité vous explique pourquoi il faut sans cesse remettre en état, colmater les brèches qui ont été ouvertes tous les 30 ou 40 ans. Il faut refaire ces butoirs, à moins bien sûr qu'une tempête n'ait tout démantelé. Et puis, à la base de cette levée de terre, vous avez des sortes de plages de pierres, des pierres qu'il faut en plus aller chercher en Istrie, de l'autre côté du golfe Adriatique, et il y a un véritable balai, là encore, de vaisseaux de charge qui acheminent ces pierres qui servent à la consolidation des littoraux, des pierres donc qui sont enfoncées assez profondément pour résister au choc des tempêtes. Et puis, on dresse aussi des palissades, surtout pour défendre les plages de sable. On dresse quelques jetées perpendiculaires au littoral, car il s'agit là encore de stabiliser le terrain sableux. Donc, en quelques décennies du XVe siècle, et à coups de dizaines de milliers de ducats, c'est tout un glacis de levées, de chaussées, de palissades qui est mis en place et qui est renforcé. La seigneurie vénitienne se lance donc dans la construction d'une défense littorale qui est coûteuse, mais qui demeure fragile, malgré les exigences croissantes des marchés publics. Donc, aux prises
avec des réflexions constantes, l'œuvre de consolidation n'avance que lentement. Il n'en demeure pas moins que cette suite continue d'interventions sur les cordons littoraux exprime une conscience vraiment très claire des contraintes du site, en même temps qu'une volonté tout aussi claire de les affronter. Il y a donc bien un investissement réel et continu et tenace. Alors, ces chantiers qui sont continus sur les littoraux ne font pas que protéger le bassin lagunaire, ils intéressent aussi les ports, donc les passes littorales. Alors, il faut se garder ici, bien entendu, peut-être encore plus vivement que pour tout autre sujet d'histoire, de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'il faut évidemment éviter de lire ces travaux à la lumière d'une connaissance du milieu qui ne s'élabora que lentement et que les hommes du XVe siècle n'avaient pas. Donc, au départ, les interventions concernent tel ou tel élément de l'écosystème. Et au XIVe siècle, très rares sont les décisions qui s'intéressent à la fois aux littoraux et aux ports. À partir tout de même de la fin du Moyen Âge, plus souvent, des magistrats exceptionnels sont élus pour étudier l'état des littoraux et l'état des ports, et les tentatives d'intervention sur le site donc commencent à devenir plus systématiques. Le problème, en effet, des sables, c'est qu'ils peuvent, du fait des courants, du fait des vents, venir obstruer par la formation de bancs les passes littorales, donc les ports. Cette menace d'ensablement pèse très tôt sur le port de Venise, donc, qui est le port de San Niccolò. Alors comment le sait-on? Grâce aux portulans. Les portulans expliquent dès le XIVe siècle qu'il faut attendre la marée haute pour pouvoir pénétrer dans la passe de San Niccolò, et explique aussi que tout de même la navigation n'y est pas facile, qu'il faut des pilotes parce qu'il y a des bancs de sable. Donc on va dès le XIVe siècle commencer à édifier côté mer des palissades pour tenter de lutter contre l'ensablement. Et ces défenses se multiplient ensuite. Alors à la fois donc pour protéger le port de San Niccolò, mais aussi pour protéger, donc ici, le port de San Niccolò à l'époque moderne, à un moment où il n'est surtout utilisé que pour les fêtes, mais en tout cas plus pour les bâtiments de gros tonnage. Alors, ces travaux donc concernent le port de San Niccolò, concernent aussi le port qui est situé plus au sud, celui de Malamocco, qui est d'ailleurs le port actuel, celui par lequel rentrent les pétroliers, les bateaux de croisière, etc., parce que c'est la passe qui est la plus large. Et il s'agit donc de tenter de lutter contre l'ensablement de ces ports. Alors, vous avez là des travaux qui sont assez complexes pour la fin du Moyen Âge, à la fois donc des palissades pour protéger du sable, et puis surtout d'autres tentatives. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les eaux rentrent donc dans la lagune, les eaux marines, par ces ports, et elles circulent dans le bassin, mais ressortent toujours par la passe par laquelle elles sont rentrées. Donc l'idée va être, et c'est une tentative tout à fait intéressante, de restreindre la largeur de certaines passes littorales pour tenter de redonner du courant, de la force au port de San Niccolò.
D'où des tentatives tout à fait désespérées. Alors d'abord, on va tenter de fermer une petite passe littorale qui n'existe plus aujourd'hui, qui se situait un peu plus au nord, mais surtout des travaux de grande envergure au cours du XVe siècle, où on va tenter de restreindre la largeur de la passe de Malamocco, donc vous voyez, celle qui est un peu plus au sud, dans l'espoir de redonner vie et courant à San Nicolo. Alors, comment va-t-on faire? On va submerger des caissons de bois, des radeaux, des caissons de bois qu'on remplit de coquillages, des radeaux qui restreignent la largeur de la passe, mais cela n'a aucun résultat positif. Et à la fin du XVe siècle, tous les actes publics le redisent, en grand péril des nefs et des galères, le port sans sable et les eaux manquent. La situation du port va chaque jour en empirant, et donc à partir de ce moment-là, les bâtiments de gros tonnage passent plutôt par cette passe de Malamocco, ou sinon déchargent à San Nicolo, et puis on charge les marchandises sur des petits bâtiments, ce qu'on appelle des allèges, pour les conduire dans les entrepôts. C'est un peu l'idée que veulent reprendre aujourd'hui les partisans du port, en construisant un avant-port devant San Nicolo, et on chargerait ensuite les touristes sur des embarcations plus petites pour les acheminer vers Venise. Dans tous les cas, donc, à partir de la fin du Moyen-Âge, on voit bien comment le port de Malamocco est devenu la principale entrée dans la lagune de Venise. Alors, les cordons littoraux, les ports, mais l'autre problème était celui de l'alluvionnement des fleuves. Je l'ai évoqué au début de mon propos, le bassin des lagunes était aussi menacé par un dernier péril, celui de l'alluvionnement des cours d'eau, des fleuves alpins qui y débouchaient alors. Et un noble vénitien, à la fin du XVe siècle, qui a une certaine connaissance des problèmes hydrauliques, ayant été élu plusieurs fois à des charges pour s'occuper de la lagune, rédige un traité où il évoque une sorte de paradis perdu. Les lagunes s'étendaient à l'origine de Ravenne à Aquilée, puis les terres ont avancé, la mer a reculé, la lagune était autrefois peuplée de riches monastères et d'églises en nombre infini, écrit-il, tous ornés d'admirables colonnes et de mosaïques. Or, la plupart de ces monuments ont disparu parce que des pans entiers de la lagune ont été gagnés par les boues et par la terre. Alors, de Torcello et des multiples églises qui s'élevaient à Torcello, il ne reste plus que la basilique Santa Maria Assunta. Liomaggiore est aujourd'hui, vous le voyez, une étendue de Bahreïn. Quant à d'autres îlots du nord de la lagune, ils ont disparu, ainsi Costandiaco, ou voici Amiana, là aussi où il y avait toute une série d'églises et de monastères, et Sant'Ariano, figuré dans une carte du XVIe siècle, qui est une île qui a aujourd'hui disparu. En effet, fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, la mort est en marche au nord du bassin des lagunes. Un certain nombre d'îlots ont été engloutis. Les autres sont rongés par les marécages. Les pierres, les colonnes, les marbres partent en direction des églises de Venise pour aider à leur effection, à moins qu'elles ne soient l'objet de pillages et de trafics privés. Bref, nous dit Corner, c'est une couronne de ruines qui entoure la ville de Venise à la fin du Moyen Âge.
Alors, le problème est que jusqu'au XVe siècle et jusqu'à la conquête par la République de Venise d'une partie donc de son hinterland, de ce qu'on appelle la terre ferme, donc les Vénitiens ne pouvaient pas intervenir sur les cours d'eau, ils ne pouvaient, puisque la ville était limitée à ces lagunes. Donc, très longtemps, en effet, ils sont contraints à subir la rencontre dans la lagune des eaux douces et des eaux saumâtres, l'alluvionnement, la progression des marécages et des roseaux. Et dès le XIVe siècle, l'alluvionnement autour de l'îlot qui se trouve tout près de Venise, de San Giorgio in Alga, Saint-Georges dans les algues, c'est son nom, est tel, il y a déjà une telle prolifération donc d'algues que un premier projet est conçu, celui de détourner un des fleuves qui se jetait vraiment le plus près de Venise, le Brenta. Alors comment fait-on? On va construire une digue considérable, extraordinairement longue, d'une dizaine, enfin pour l'époque, pour les moyens techniques, une dizaine de kilomètres, qui détourne le Brenta. Alors cette diversion ne donne pas les résultats escomptés et surtout complique le ravitaillement en eau. Pourquoi? Parce que la ville était évidemment ravitaillée par des citernes qui recevaient l'eau par un système complexe de canalisation aérienne depuis les gouttières des toits. Mais en période de sécheresse, il fallait aller chercher de l'eau dans ces rivières et ces fleuves, et en particulier dans le Brenta, qui était le plus proche. On chargeait donc de l'eau dans des barques qu'on déversait ensuite au seau dans les puits, dans les citernes. Or, évidemment, la construction de ces digues oblige les barques à un détour absolument considérable. Alors, tout au long du Moyen-Âge, on va ouvrir, fermer des bouches dans la digue sans succès et tenter de réintroduire les eaux du Brenta, puis finalement les écarter de nouveau. Et c'est la solution qui prévaut finalement. On écarte les eaux du Brenta, on les fait déboucher beaucoup plus au sud, loin de la métropole, loin de Venise, loin de la capitale qu'il faut d'abord sauver. Et un système est prévu pour justement permettre le ravitaillement en eau et empêcher que les barques ne soient obligées de faire ce long détour. On aménage une canalisation sous la digue pour permettre le ravitaillement donc des chalands en eau. Et puis, on va aussi mettre au point une sorte de machine élévatrice qui va permettre, là aussi, aux barques qui voulaient rejoindre par la voie fluviale la terre ferme, d'être soulevées pour passer au-dessus de l'endiguement. Il demeure que les problèmes sont nombreux. Si certaines études indiquent que le niveau de l'Adriatique aurait monté légèrement au XVe siècle, les sources, elles, à Venise, attestent plutôt un régime de basses eaux et qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle la secca, c'est-à-dire ces phénomènes qui sont exactement le contraire de l'aqua alta, c'est-à-dire des marées tellement basses que les canaux se retrouvent absolument à sec. D'où le fait que l'intervention se porte aussi sur les canaux urbains. Les canaux, en effet, tous ceux qui connaissent Venise ont déjà pu observer de manière olfactive que certains canaux posent aujourd'hui un problème. Les canaux, pour ne pas se transformer en une sorte de cloaque putride, doivent être entretenus. En effet, si vous voulez, malgré la marée qui les nettoie, vous avez les rives sans cesse qui tendent à s'effondrer quand elles ne sont pas
consolidés par la pierre. Quand les assèchements, là aussi, ne sont faits sans les moyens techniques adéquats, la terre glisse dans les canaux. Et puis, tous les rejets, toutes les déjections d'une ville qui comptait plus de 100 000 habitants au XIVe siècle et qui en compte à certains moments 170 000 au XVIe siècle, vont au canal. Alors bien sûr qu'il y a toute une réglementation qui exile les teintureries dans le nord de la ville pour éviter que les eaux de teinture ne soient rejetées dans le canal. Bien sûr, on interdit que par exemple les carcasses d'animaux de la boucherie ne soient jetées au canal. Bien sûr, les ordures balayées au marché doivent être ramassées et ne doivent pas être jetés dans les canaux. Il n'empêche que la norme était sans cesse tournée. Et n'oublions pas non plus que s'il y a des égouts dès le Moyen-Âge, ces égouts débouchent au bout du compte, tout de même, dans les canaux. Alors, autant évidemment de la Venise pleine, dans les premières décennies du XIVe siècle, vous avez des curages systématique des canaux avec, une année après l'autre, de longues listes de canaux à recreuser qui sont votés. Et ces travaux reprennent au XVe siècle de manière systématique, soit qu'on recreuse certaines sections de canal, soit qu'on recreuse le canal dans sa totalité. Alors, les actes publics nous décrivent une situation tout à fait dramatique. Il faut bien sûr un peu se méfier de la rhétorique de ces délibérations. Pourquoi? Parce que, très concrètement, qui paye ces travaux multiples? Ce sont les riverains. Là, l'autorité publique ne paye que sur certaines sections du Grand Canal. Partout ailleurs, les ponts, les rives et le creusement des canaux, le recreusement des canaux, tout cela est financé par les riverains, par les propriétaires. Et donc, la dramatisation du discours public servait aussi à inciter les propriétaires à supporter la charge de tant de chantiers et en quelque sorte à créer une sorte de communauté de destin. Il reste tout de même que la progression des boues paraît certaine au XVe siècle. On le voit avec le rythme des travaux de recreusement sur le Grand Canal qui s'accélèrent, avec des dizaines et des dizaines de marchés publics qui sont passés. Alors, on recreuse d'abord sur 5 pieds, puis sur 7 pieds, et puis donc ces dispositions s'enchaînent avec des moyens techniques qui tendent à s'améliorer. Alors, bien sûr, on recreuse à la pelle lorsqu'il s'agit de dégager simplement quelques sections du canal, mais là où le canal est particulièrement envasé, il faut le fermer, élever une palissade et puis travailler derrière ces défenses de bois. Alors, tout se fait manuellement jusqu'à la fin du XVe siècle, et puis on voit alors apparaître dans les textes, donc ne me demandez pas concrètement comment ces engins pouvaient fonctionner, de premières dragues. Alors, comment sait-on? En fait, Venise est la ville qui invente le brevet d'invention, et les premiers brevets d'invention qui sont conservés concernent précisément des dragues qui servent sur les canaux et en particulier sur le Grand Canal. Alors, ces interventions du XVe siècle méritent qu'on s'y arrête tant elles sont nombreuses et répétées. Car, là encore, si vous voulez, on mesure la ténacité des efforts lorsqu'on les compare à la situation actuelle. Au début de son premier mandat, 1993-1997, le maire de Venise, Massimo Cacciari, avait lancé une vaste opération de nettoiement des canaux et il avait alors souligné que cela faisait plusieurs décennies que rien n'avait été fait.
Après ces travaux donc, de la fin du XXe siècle, rien n'a été fait non plus jusqu'en 2018, où une autre équipe municipale a débloqué 3,5 millions d'euros pour recreuser 20 canaux seulement dans 5 quartiers de la ville. Donc, il en va comme si la gestion ordinaire, la manutention ordinaire d'un site fragile, qui était autrefois assumée par l'autorité publique, était bien souvent oubliée par les administrations du présent. Cela dit, ces travaux, ces curages de canaux de la fin du XVe siècle sont pour nous riches aussi d'autres informations. Il y a une production documentaire toujours plus abondante qui s'occupe de la gestion de l'écosystème. Les lieux de l'intervention sont désormais multiples, les ports, les littoraux, les fleuves, les canaux. Alors, bien sûr, les enjeux de l'intervention sont contradictoires et ils se posent au XVe siècle exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, avec les grands bateaux, par exemple. C'est-à-dire que les exigences économiques et écologiques s'opposent. De la même façon que les partisans des grands bateaux disent aujourd'hui que la ville de Venise dépend de cette manne économique, au XVe siècle, tous les propriétaires de moulins sur les fleuves de la terre ferme étaient totalement opposés à ce qu'on intervienne sur le cours de ces fleuves et donc à ce que l'on démolisse ces moulins. Donc ces exigences économiques de l'économie, de la préservation de l'écosystème sont déjà bien présentes dans les débats du XVe siècle et exactement comme aujourd'hui, on voit le politique recourir à des compromis, renoncer, faire des choix, multiplier donc les atermoiements. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vraiment la connaissance du milieu progresse alors avec le recours systématique donc à ce que les textes appellent les hommes expérimentés, instruits. Alors de qui s'agit-il? Des familiers de l'écosystème. Les pilotes, les pêcheurs qui sont convoqués régulièrement pour décrire telle ou telle portion de la lagune et indiquer si l'alluvionnement, par exemple, a ou non progressé. Et puis, vous avez aussi une série de nobles, j'en ai cité un tout à l'heure, Marco Corner, qui, à force d'être élu à des magistratures gérant les problèmes de l'hydraulique, acquiert aussi une vraie compétence dans ces domaines. Donc, une classe d'experts locaux, en quelque sorte, qui se constitue et, à leur côté, des ingénieurs qui sont présents donc dès la fin du Moyen-Âge, qui accompagnent les officiers publics, qui font des rapports et qui travaillent avec les entrepreneurs de ces entreprises publiques qui sont, là encore, spécialisées dès la fin du XVe siècle dans les interventions sur le site. Alors, tout ce patrimoine, en quelque sorte, de connaissances qui se constitue aboutit, à la fin du XVe siècle, à la création d'une magistrature qui est définitivement stabilisée au début du XVIe siècle. La magistrature, les sages sur les eaux, il magistrato alle acque. Alors, cette magistrature a un destin tout à fait étonnant. Elle a résisté en effet à tout, à la chute de la République en 1797, à toutes les vicissitudes politiques du XIXe siècle. Elle demeurait en place sous les Français, sous les Autrichiens, première, deuxième, troisième occupation autrichienne. Elle est devenue un organe administratif de la République italienne et elle a été seulement supprimée en 2014. Pourquoi? Parce qu'elle était au cœur justement du scandale financier du MOSE et deux de ses anciens présidents furent alors mis en examen pour corruption. Alors, je termine rapidement avec quelques mots sur l'âge moderne. Donc, l'âge moderne, ces travaux continuent avec des chantiers donc, qui, là aussi, sont incessants.
Alors, les principaux travaux portent à l'âge moderne sur les fleuves et les cartes du XVIe et du XVIIe siècle, qui sont très nombreuses, documentent ces interventions. Cartes conservées évidemment dans les archives du magistrat sur les eaux, cartes que l'on doit aux ingénieurs. Là, vous avez sous les yeux une carte de Cristoforo Sabadino, qui est un des ingénieurs les plus connus en matière donc de gestion de l'écosystème. Donc, c'est à l'époque moderne que l'on va finir de détourner les fleuves, les cours d'eau de manière générale qui débouchaient dans la lagune. Deux diversions successives du Brenta, 16e, 17e siècle, diversion d'un des bras du Pô qui menaçait le sud de la lagune et le port de Chioggia, détourné au début du XVIIe siècle grâce à un canal long de 7 km, détournement, diversion des bras septentrionaux de l'Adige, et puis au nord des lagunes, là où la situation, je vous l'ai dit il y a un instant, était plus encore dramatique avec l'alluvionnement qui avait vraiment rongé, condamné à la mort une partie du bassin, les interventions sont multiples avec les détournements du Piave. Alors, je dis les, pourquoi? Parce qu'il est détourné une fois, il rompt les digues, on le détourne une deuxième fois, il rompt à nouveau les digues, etc. Détournement du Piave, détournement aussi de tous les cours d'eau mineurs qui étaient jugés responsables de la progression des boues, des roseaux et de la malaria. Dans le même temps, les chantiers se poursuivent sur les littoraux. Le bois qui avait été utilisé massivement jusqu'à la fin du XVIIe siècle cède la place à la pierre et au XVIIIe siècle commence donc la réalisation de ces ouvrages de protection que l'on appelle les murazzi, qui sont toujours debout aujourd'hui, et par tranches successives, donc, des barrières sont formées de très grosses pierres d'Istrie sur une partie du littoral du Lido et sur les lidos de Pellestrina et de Chioggia. Murazzi dressés, comme dit l'inscription lapidaire en l'honneur de l'ingénieur qui a commandé ces travaux, pour que soient conservés à perpétuité les estuaires sacrés de la cité. Ces môles, qui ont été plusieurs fois mis à mal par les Acquealte, et en particulier par la Grande de 1966, préservent toujours Venise aujourd'hui. Je conclus. Que déduire de tant de données? Au moins deux observations d'une étonnante actualité. Que le milieu vive selon une durée qui lui soit pour une part propre, nul ne le conteste, mais les hommes sont bien présents dans notre histoire. Oui, des siècles durant, les Vénitiens développèrent une conception providentialiste de leur destin. Dieu seul pouvait permettre la vie au milieu des eaux salées. Mais ce premier plan de représentation ne les empêcha pas de mener une politique ambitieuse d'aménagement du site. Face aux aléas de la nature, conscients de la vulnérabilité à laquelle ils étaient exposés, ils cherchèrent à prévenir et à protéger. En somme, pour reprendre les termes d'une problématique actuelle, les autorités gérèrent le risque. Une dernière remarque serait que l'histoire continue. Les Vénitiens, malgré les travaux pharaoniques entrepris à la bouche des ports, craignent toujours la montée des eaux. Ailleurs, dans la lagune, le danger a changé de visage, puisque ce n'est plus l'alluvionnement qui menace, mais au contraire le mouvement des eaux au gré de la circulation rapide des bateaux qui rongent les rives et les barènes. Les risques alors de se répéter et de se multiplier quand les hommes pèsent toujours plus sur l'écosystème. La conclusion s'impose. Dans un univers désenchanté, la communauté vénitienne, si elle croit de moins en moins vivre dans un refuge qui lui aurait été providentiellement donné par Dieu,
continue à mesurer combien irréductiblement, en dépit des avancées technologiques, il incombe aujourd'hui comme hier à son histoire de composer avec celle du milieu. Je vous remercie. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'ils avaient quand même quelques contacts, même si la problématique était un peu différente, avec les ingénieurs des Pays-Bas? Alors, à l'époque moderne, bien sûr, il y a un certain nombre de contacts qui sont bien attestés hein, par les textes, mais disons que tout de même, les techniques, si vous voulez, sont de nature un peu différente. Bon, bien sûr, l'endiguement et l'endiguement, hein, où que l'on soit, mais tout de même, il semble bien, si vous voulez, qu'il y ait eu tout de même dans le milieu lagunaire une sorte de connaissance empirique hein, et de développement technique, là encore assez empirique, qui est opéré, comme je vous l'ai dit, finalement extrêmement tôt. Hein. Il y a donc dès ces siècles du Moyen-Âge nécessité de composer avec les difficultés du milieu, et donc vous avez une sorte de quand même de courbe autonome hein, de progrès technologiques qui se font. Là encore, je le répète, de manière longtemps très empirique. Hein, on voit bien comment les progrès opèrent tout de même assez lentement. Et j'insiste aussi sur le fait, je l'ai dit, qu'il faut tout de même souligner que tous ces travaux, jusqu'à la fin du XVe siècle, mais même encore très largement à l'âge moderne, sont des travaux qui reposent, enfin qui sont essentiellement des travaux manuels, hein, c'est-à-dire qui reposent sur la force de travail humaine. On voit apparaître ces premières dragues, mais tout de même, les travaux, par exemple, de diversion des fleuves hein, se font vraiment de manière manuelle. Et justement, est-ce qu'ils employaient des ouvriers classiques ou des forçats? Ah non, alors, voilà, il n'y a pas Venise a cette particularité de ne pas avoir de forçat ou de travail forcé, y compris sur les navires. Hein. La flotte vénitienne n'emploie jamais que des rameurs libres. Hein. En réalité, si vous voulez, dans la lagune, vous avez assez tôt de véritables entreprises hein, qui sont des entreprises de travaux publics spécialisées dans l'hydraulique. Alors, les archives permettent de les connaître assez bien. Donc, vous avez des ouvriers hein, qui travaillent pour ces entreprises. Alors, dans la terre ferme, pour les travaux de diversion des fleuves, alors souvent on emploie de la des paysans, hein, donc, mais c'est de la main-d'œuvre qui est salariée. Il n'y a pas, si vous voulez, de travail forcé pour ce type d'opération. Voilà, même si c'est une ville qui, comme les villes méditerranéennes médiévales, a connu l'esclavage, il n'y a pas de travail forcé. L'esclavage domestique, hein, j'entends. Comment comprendre, s'il vous plaît, cet entêtement des hommes à vouloir aller à l'encontre de la nature, alors que même les constructions devaient être extrêmement difficiles au Moyen-Âge et auparavant?
au lieu de, j'allais dire, accepter la réalité et s'installer ailleurs. C'est en effet, vous avez raison, hein, c'est le mystère en quelque sorte de l'histoire vénitienne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il existe à l'époque romaine, puis au 1er siècle, un certain nombre d'habitants dans la lagune, de petites communautés humaines, le peuplement vraiment enfle au moment des invasions dites barbares, avec des transferts de population qui se font d'abord au moment de l'invasion des Visigoths, puis au moment des raids des Huns. Alors souvent, une partie des populations retourne vers la terre ferme, puis avec l'invasion lombarde, là, les transferts de population sont définitifs. Pourquoi ? Parce que les Lombards occupent l'ensemble de l'Italie du Nord progressivement, et les Byzantins qui tiennent encore donc cette partie littorale, hein, de l'Italie du Nord à partir de l'exarcat de Ravenne vont organiser la défense contre les Byzantins justement dans les lagunes. Donc si vous voulez, vous avez là une administration byzantine qui s'installe et des communautés humaines, hein, de réfugiés qui vont s'installer dans ce qui est au départ un site de refuge et qui va ensuite se développer. Alors, dans le même temps, évidemment, vous avez cette série d'obstacles. Alors là, j'ai parlé de la lagune, hein, de cet écosystème. L'autre histoire que l'on peut raconter, qui est une histoire aussi faite de chantiers continus, c'est celle de la construction même de la ville, hein, qui est aussi complexe, qui nécessite autant d'interventions, puisque le sol même, sauf quelques îlots rocheux, n'existait pas. Mais en même temps, le bassin des lagunes a bénéficié d'une série donc d'avantages. Le fait d'appartenir à justement l'Empire byzantin explique que les lagunes deviennent assez rapidement la voie d'accès des produits byzantins vers l'Italie du Nord, tandis qu'une série de matières premières, à l'époque où d'esclaves, partent vers Byzance et vers les pays musulmans. Donc, l'ascension commerciale, économique vénitienne est liée aussi au bassin des lagunes, hein, à ce site donc qui est un site hostile, mais qui en même temps, grâce donc à son appartenance originelle à l'Empire byzantin, va servir d'interface entre un monde occidental alors assez peu développé économiquement et l'Empire byzantin, puis les pays musulmans qui sont plus en avance économiquement. Donc il y a aussi des avantages à ce site de refuge, des bienfaits. Oh, absolument, absolument. Évidemment, rien de comparable aux milliards du Mose, mais en tout cas, les malfaçons, oui, ça sont très documentés. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez ces ingénieurs qui travaillent. Donc, on en a, le premier que j'ai rencontré est documenté au milieu du XIVe siècle. Donc, cet ingénieur est chargé de réceptionner les travaux publics, hein. Et donc, lorsqu'il considère que le marché public n'a pas été rempli, le travail, le chantier n'est pas réceptionné et l'entreprise doit intervenir à nouveau. Alors, la corruption et le népotisme sont dans les cités italiennes deux fléaux que la réglementation tente de contenir. Alors, le népotisme en particulier, on voit bien, par exemple, j'évoquais les moulins tout à l'heure. Lorsque le Sénat vote sur le problème des moulins
Donc, vrai problème, hein, parce que si on touche au cours d'eau, on touche au moulin. Vous avez des textes qui sont prévus, qui obligent tous les cousins, neveux, oncles, parents des propriétaires de moulins, par exemple, à sortir de l'Assemblée au moment des délibérations pour éviter justement les problèmes de clientélisme. Alors, la corruption, là, n'est pas directement attestée par ces archives-là, mais donc pour ces problèmes très particuliers, mais elle l'est pour d'autres magistratures. Hein, donc, il y a là aussi des constantes. Est-ce qu'on a pu apprendre du caractère des Vénitiens par rapport au fait qu'ils aient vécu pendant tout ce temps avec cette problématique? Est-ce que ça leur a donné un caractère particulier sociologiquement ou par rapport à leur état d'être? Alors, historiquement, si vous voulez, ce que je pense, c'est que, alors même si, comme je l'indiquais, il y a aussi une part de rhétorique hein, dans les actes publics, historiquement, le défi qu'a représenté la vie dans les lagunes a certainement joué un rôle pour souder la communauté, hein, parce que, voilà, vous avez une sorte de communauté de destin à vivre ainsi au péril de l'eau, et très certainement il y a là une sorte de constante là aussi qui court dans l'histoire de Venise, à la fois une sorte de fierté d'être vénitien, c'est-à-dire voilà, nous qui au milieu des paludes salées avons construit une si grande cité, de fierté très certainement qui est bien exprimée par les textes, y compris les actes publics, d'être vénitien, et puis une sorte de cohésion particulière hein, qui est sans doute née, qui a été fortifiée au cours des siècles, née de cette lutte menée ensemble hein, pour justement construire cette ville miraculeuse au milieu des eaux. Il y a là certainement, si vous voulez, quelque chose qui joue un rôle dans le système de représentation collective des Vénitiens. De même que l'angoisse demeure présente. L'angoisse qui est l'autre face de la fierté. Fierté d'avoir construit cette ville, angoisse de la submersion. Vendredi dernier, donc il y a 3 jours, au marché kilomètre zéro, face où j'achetais des légumes, la dame qui vend des légumes de la lagune, isolée des vignoles, évoquait avec la personne avant moi l'acqua alta très forte de mardi dernier. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Per fortuna che c'è il Mose, perché noi saremo i primi a essere sotto acqua. Heureusement que le Mose a fonctionné, parce que nous, et elle parlait de cette petite île, donc les Vignoles, on est les premiers à être sotto acqua, à être sous l'eau. Hein. Donc c'est vrai que cette angoisse de la submersion demeure évidemment extrêmement vive. Hein. Mais écoutez, je vous ai montré les images tout de même assez spectaculaires des dernières grandes aquées avant que le Mose n'entre en fonction hein, en 2019, et il y a eu 5 ou 6 aquae alte successives en novembre 2019. Hein. Donc malgré tout, vous voyez, ça n'amuse que les touristes, hein, l'aqua alta. Au-delà de la pêche,
au-delà de la pêche, j'imagine que une des grandes ressources de Venise était le commerce maritime. Ah oui, et à l'époque, oui. Excusez-moi. Pardon. Et à l'époque, n'y avait-il pas concurrence avec des ports à l'est qui ont des conditions maritimes moins compliquées, telles que Trieste, d'une part, et encore plus loin, le port actuel de Koper, qui est aujourd'hui en Slovénie, ou encore plus loin dans les ports croates, ce qui est aujourd'hui en Croatie, c'est-à-dire Rijeka aujourd'hui. Est-ce que ces différents ports ne faisaient pas partie de l'Empire byzantin et n'ont pas bénéficié des mêmes conditions, ou pour quelles raisons Venise a finalement tenu la dragée haute à ces autres débouchés maritimes? Alors, Trieste, ce n'est rien jusqu'au Habsbourg, hein, c'est-à-dire vraiment à la fin de l'époque moderne. Alors, quant au port de l'Adriatique, le seul port qui, à partir du XVe siècle, fait un peu de concurrence à Venise, c'est le port de Raguse Dubrovnik. Hein. Alors, pourquoi? Parce que, donc, Venise n'est pas seulement une puissance commerciale. Venise est en même temps une puissance militaire. Et la flotte de guerre vénitienne, dès les 9e, 10e siècles, commence à conquérir, c'est-à-dire à exercer sa maîtrise sur d'abord l'Adriatique supérieur et puis progressivement l'Adriatique moyen, etc. L'Adriatique devient alors le golfe de Venise avec l'escadre vénitienne qui patrouille dans le golfe et qui obligeait tous les bâtiments rentrant dans l'Adriatique à passer par le port de Venise pour y acquitter des droits de douane. Ajoutez à cela que la flotte de guerre vénitienne a permis aussi à la ville, à partir du moment où cette flotte est suffisamment forte pour aider l'Empire byzantin à partir, là aussi, du Xe et surtout du XIe siècle, va permettre à la ville d'obtenir en échange de Byzance des privilèges commerciaux considérables. Hein. Il y a 2 chrysobules, donc 2 privilèges qui sont accordés par l'Empire byzantin fin Xe et fin XIe siècle aux Vénitiens pour les récompenser de l'aide fournie par la flotte de guerre contre les Normands. Hein, et les Vénitiens sont exempts de droits de douane à ce moment-là dans tout l'Empire byzantin, ce qui va leur permettre évidemment de reléguer tous leurs concurrents amalfitains d'abord, puis génois et pisans dans une position tout à fait secondaire. Donc, si vous voulez, Venise, jusqu'au XVIe siècle, le port de Venise hein, est le grand port, c'est le grand hub européen, occidental. Hein, c'est le port qui tient le commerce et les échanges Est-Ouest pour toute l'Europe, à partir du moment où Venise a triomphé de Gênes, hein, qui montait en puissance à partir de la fin du XIIIe siècle. Donc, les ports de l'Est hein, n'ont jamais menacé, si vous voulez, cette suprématie vénitienne. Ce qui va la menacer, c'est la montée en puissance des routes atlantiques. Mais